Je m'appelle Edouard. Je m'appelle Gabriel. Et bienvenue dans Figure le style. Du cinéma au manga, de la peinture à la photographie, du sport à la littérature, de la sculpture à l'architecture, nous vous invitons à découvrir et à réfléchir sur les représentations stylistiques dans l'art. L'attitude, le corps, les matières, les tissus, les formes, les couleurs, tout sera minutieusement étudié. Trêve de bavardage, abordons de ce pas notre premier sujet, le beau et le mal. Quoi de plus troublant que de se laisser séduire par un être maléfique? Beauté et monstruosité, sensualité et perversité sont au rendez-vous pour bousculer nos perceptions traditionnelles. Le mal est-il toujours repoussant? Loin de là, par moments élégant, sensuel, voire érotique, il nous tente, il nous séduit. Et si le vêtement n'est pas qu'accessoire, il est identité, personnalité et ambiguïté. C'est l'image même du vampire, créature fantastique et fantasmée, littéraire puis cinématographique. Il acquiert ses lettres de noblesse grâce au roman Dracula de Bram Stoker en 1897. Romantique et diabolique, le charme du vampire est révélé dans le film Le cauchemar de Dracula de Terence Fisher en 1958, où un certain Christopher Lee y incarne un être aussi terrifiant que raffiné. En 1992, l'adaptation de Francis Ford Coppola vient à son tour nourrir un univers à la fois beau et déroutant. Adieu le cliché du vampire à la cape. Dracula devient pleinement séduction, mystère et renaissance. Dracula, vampire, prince sanguinaire et romantique, nous apparaît sur le thème musical Love Remembered de Wojciech Kilar. See me now. Telles sont les paroles de Dracula adressées à Mina. Son amour passé, sa tourmente d'immortel. Allure noble, queue de pie et haut de forme, le conte de sortie en plein jour se joue des conventions vestimentaires de l'époque. Son ensemble est gris mais lumineux. Clin d'œil subtil à sa nature complexe et insaisissable. Dracula est élégant et redoutable. Prêt à tout pour reconquérir celle pour qui il a traversé des océans d'éternité. Sa séduction se manifeste par un accessoire maître, ses lunettes bleues. Entre secret et vérité, ces lunettes sont l'imitation par laquelle Mina et le spectateur découvrent sa beauté et son humanité. Il nous subjugue par la vue, son apparence est fantasmée et maîtrisée. Dracula projette sa vision et nous exhorte à reconnaître sa dualité. Beau et monstrueux, aimant et cruel, Dracula est transformation. Le prince des ténèbres est en constante transformation, telle est sa signature. Ses vêtements et ses différentes apparences servent son art de la manipulation. Il nous terrifie et nous séduit. Soit vieil homme, drapé de tissu rouge vif, ou lors de sophistiqué, il devient bête sauvage, nous rappelant son animalité et sa monstruosité. Le loup est son animal clé. Fort de symboles, il illustre le mal, le fantastique, la force, en se métamorphosant tout au long du film. Noir puis blanc, menaçant et sauvage, il n'en reste pas moins attirant. Mina finira par succomber à sa noire beauté en caressant sa fourrure blanche. À son contact, les mains des deux anciens amants se frôlent et réveillent l'essence même du désir. Dracula n'est ni animal, ni humain, ni bon, ni mauvais. Il s'appartient. Il est sa liberté. Mais elle a un coup. Une soif qui le pousse à trahir son humanité, qu'il n'aura pourtant de cesse de vouloir retrouver. Une humanité guerrière et cruelle. Prince de Valaki, Vlad Bazarab ou Vlad Tepes l'Empaleur, fils du dragon. Un homme connu pour sa cruauté sur le champ de bataille.
témoignage d'une prédisposition au mal, admirablement caractérisée par son armure. Rouge sang, elle est organique, écorchée, à tête de démon ou de loup. Le sang incarne pour Dracula la mort, la vie et l'éternité. Damné par amour, grâce à lui, le mal est sublimé. Dracula interroge notre vision du bien et du mal, de l'homme et du malin. N'est-il pas le démon qui sommeille en chacun de nous ? Tout homme s'imagine un jour sa vie en tant que martyr, sacrifié sur l'autel du dieu rêve. Sommes-nous prêts à tout sacrifier pour réaliser nos rêves, y compris à pactiser avec le diable ? Telles sont les interrogations posées par Kentaro Miura à son lecteur depuis 1989 dans son manga Berserk. Il y dépeint l'histoire et le destin de deux héros, deux amis, deux frères qui deviendront avec le temps les pires ennemis, Griffiths et Guts. Chacun élevé à la force du poignet, l'épée serrée par une main qui n'hésite pas à tuer pour survivre. Les champs de bataille que vont fouler ces deux jeunes hommes ne laissent aucune place à la rêverie. Et pourtant, c'est sur ces mêmes lieux que Griffiths y scellera son ambition et le futur de ses compagnons. Le dessin de Kentaro Miura opère une véritable déconstruction de nos cartes mentales. Tous nos clichés et nos images manichéennes sont balayés et redéfinis en quelques coups de crayon. Cheveux blancs, visage immaculé, corps fin et élancé, Griffiths incarne le mal absolu. L'habit ne fait pas le moine, me direz-vous. Son armure est argentée, elle est sertie de plumes blanches, chaque trait, forme et coup semble avoir été délicatement imaginé. Tout est lumière et raffinement. Perturbant en tout point, le diable semble être un envoyé des cieux. Tous sont fascinés et charmés par cet homme. Qu'importent les origines sociales, la culture et le sexe. Son sexe ne peut être aisément défini ou catégorisé, tant son physique, ses habits et sa personnalité le rapprochent d'un être extraordinaire, voire divin. Guts est recouvert de cicatrices, de blessures physiques et mentales qu'il porte comme un fardeau à l'image de son épée de géant posée sur son dos. De cette lame aux dimensions absurdes à son armure noire aux lignes acérées, son équipement exhale les fumées de la forge des enfers. Surnommé le guerrier noir, il est redouté de tous. Hommes, femmes, enfants, combattants, monstres, tous sont effrayés par ce chien enragé au visage d'homme. Son aura est sombre, il n'a aucun scrupule et est dénu de toute morale. Cependant, aussi contradictoire que cela puisse paraître, il est pour nous, lecteurs omniscients, le seul espoir d'une humanité en ruine. Face au faucon blanc Griffiths, Guts représente la dualité de l'être humain. Sur le seuil, il est à la fois bien et mal, il est nuance. Griffiths, tout comme Dracula, nous amène à nous intéresser à la beauté du diable. Comment le mal peut-il être aussi attirant, alors que le bien n'est qu'obscurité et vengeance? Cet esthétisme a souvent été représenté dans le manga. Devilman de Go Nagai est l'une des plus belles représentations. À nouveau, le mal est incarné par un ange blond obnubilé par son rêve et ses désirs égoïstes, tandis que le bien est représenté par une figure hybride, aux cheveux de jais, mi-homme, mi-démon. Le mal est beau, rassurant, il inspire la confiance et fédère, son aura, son enveloppe charnelle, son style jouent un tour à notre esprit. Le mal nous trouble et nous trompe. Dans le roman, cette beauté dite maléfique a entre autres été admirablement décrite par Oscar Wilde dans le portrait de Dorian Gray. Comme c'est triste. Je vais devenir vieux, horrible, effrayant. Mais ce tableau restera éternellement jeune. Si seulement ce pouvait être le contraire. Pour obtenir cela, je donnerai tout ce que j'ai. Oui, il n'y a rien au monde que je refuserais de donner. Je donnerai mon âme pour l'obtenir. Par ces mots, le jeune et vaniteux Dorian Gray se précipita dans les bras du diable. Dandy anglais du XIXe siècle, toute la haute société londonienne n'a de cesse de célébrer sa beauté. Dorian ne vit qu'à travers le regard des autres et sa plastique.
Il parade et il s'aime au point de jalouser un portrait de lui-même. Horrifié à l'idée de devenir l'ombre de son moi passé, il pactise avec le mal. Le tableau vieillira, tandis qu'il restera éternellement jeune et séduisant. Le prix à payer est simple. La part d'ombre qui sommeille en lui prendra peu à peu le contrôle de son être. Chaque mauvaise action se répercutera sur le portrait. Des rides, des taches, des rictus et du sang y apparaîtront. Ils couvriront cette œuvre qui, des années plus tôt, semblait avoir capturé à jamais la grâce cet après-midi ensoleillé. En pleine descente aux enfers, rien ni personne ne semble salir cet ange noir. Ses vêtements le flattent et mettent en valeur l'aristocratie de son rang et de son corps. Ses costumes sur mesure, ses chapeaux et ses gants immaculés se mêlent à la puanteur, aux excréments et à la sueur des bas-fonds de Londres. Accumulant les vices, il en vient à commettre l'irréparable. Tuer. Il est hors du temps et hors de tout. Le portrait, devenu monstrueux, sera caché au fond d'un grenier. Dorian est le tableau, et le tableau est Dorian. Il est son âme, et la noirceur de son cœur. Personne ne doit connaître cette sinistre vérité. Dernier soubresaut d'humanité, ou désir égoïste de soulager sa conscience, Dorian plante le tableau à l'aide d'un large couteau. Le maléfice est brisé, et pourtant, il ne sera pas sauvé. Le portrait, mystérieusement intact, retrouve sa splendeur passée. Le corps de Dorian, d'une laideur ineffable, gît sur le sol, le couteau logé dans sa poitrine. Oscar Wilde ne laisse aucun répit à Dorian Gray. Dans sa préface, il prédit l'issue tragique de son anti-héros. L'artiste est le créateur de belles choses. Ces belles choses sont éternelles. Elles traversent les époques sans que le temps ne les altère. La beauté de l'œuvre survit, l'homme, lui, est éphémère. Le mal peut infecter l'être humain, mais pas l'art. L'art, pour Oscar Wilde, ne peut être qualifié de moral ou d'immoral. Il est simplement beauté, qu'importe le type ou le sujet traité. Ce postulat oriente notre réflexion vers un questionnement plus philosophique. Si l'artiste est le créateur de belles choses, peut-on alors affirmer que toutes les représentations du mal sont belles ? Lucifer, du latin lux et ferre, qui porte la lumière. Le plus beau, le plus apprécié des anges, mais aussi le plus orgueilleux. Plus que tout, désireux de devenir l'égal de Dieu, il est déchu de son rang. Condamné à rester prisonnier dans les entrailles de la terre, il est diabolisé et devient Satan, le détracteur, le tentateur, l'accusateur. En 1837, le sculpteur belge Guillaume Gives est désigné responsable de la conception de la chaire de la cathédrale Saint-Paul de Liège. Le thème imposé est le triomphe de la religion sur le génie du mal. Plusieurs sculptures seront commandées, dont une de Lucifer. C'est son frère, Joseph, qui réalisera cet ouvrage. Terminée en 1842 et exposée l'année suivante, la statue est immédiatement retirée au motif que le diable est trop sublime. L'idéal chrétien n'est absolument pas respecté. Les fidèles sont subjugués devant une telle beauté. Le diable doit être repoussant. Son style et son attitude doivent insuffler la peur, l'effroi, les vices, la laideur. L'administration de la cathédrale demande alors à Guillaume Gives de refaire lui-même une version de Lucifer. Installée en 1848, force est de constater que les différences, aussi visibles qu'elles puissent paraître, n'ont rien enlevé à la beauté artistique du malin. L'ange du mal de Joseph Gives a des traits fins. Légèrement recouvert d'un voile délicatement posé sur ses cuisses, il est à moitié nu, et sa chevelure est faite de boucles gracieuses. Impensable pour l'Église, le diable est humanisé. Le seigneur des ténèbres serait-il alors un Adonis romantique ? Seule la présence du serpent à ses pieds et ses ailes de chiroptère nous ramènent à la réalité. Il s'agit bien de Lucifer. Guillaume Gives ne doit pas reproduire les erreurs de son frère. Son génie du mal est vieilli, enchaîné, le visage tourmenté, les ongles acérés, il n'est plus humanisé.
On retrouve les signes de l'ange déchu, son épée et sa couronne brisée, ou encore la pomme de la tentation. Stylistiquement plus morale que la statue de son frère, pour autant, sa beauté n'en est pas plus diabolique. Certes, toutes les représentations du mal ne sont pas aussi agréables à l'œil que celles des frères Gibbs, mais elles peuvent être qualifiées de belles dans un sens strictement artistique, comme reflet d'une beauté brute, sans intention morale ou signification particulière. C'est en cela qu'Oscar Wilde affirme que les artistes sont des créateurs de belles choses. Dans la pure et simple expression de leur art, ils transmettent pour l'éternité une partie d'eux-mêmes, appelée beauté. La beauté créatrice. Laissons la subjectivité de chacun libre de juger un tel postulat. Pour vous, quand il est art, le mal est-il toujours beau ? Cette légère digression philosophique terminée, il est temps pour nous de conclure. Liste non exhaustive, les œuvres précitées mettent en lumière les interprétations stylistiques à l'opposé de nos schémas de pensée. Le beau, l'élégant, le raffinement ne sont pas exclusivement les attributs du bien. Le mal peut nous attirer et nous troubler par sa beauté. Avoir la beauté du diable. Expression souvent associée à des figures féminines. Le mal n'est pas commun. Il se manifeste et s'incarne dans tous les genres et toutes les sexualités. Catherine Deneuve, dans le film Les Prédateurs de Tony Scott en 1983, nous livre une interprétation tout en sensualité et férocité. Elle est Miriam Blaylock, créature suprême et mythologique, venant de l'Égypte antique. Elle défie le temps et les mœurs, soumettant à sa beauté autant les hommes que les femmes. Myriam insuffle au mortel un désir éternel qui s'exprime par ces mots « Forever and ever ». Catherine Deneuve, Myriam Blaylock, et transgression et transcendance.